Bonjour chers élèves, bienvenue à ce cours interactif destiné aux élèves de première année sciences et technologies électriques. Donc aujourd'hui on va commencer par la première partie, c'est la chaîne d'information et plus précisément la partie acquérir. Donc en se basant sur un système didactique, donc à savoir la barrière automatisée. Donc, premièrement, on commence par la description de notre système. Donc, pour organiser l'utilisation des parkings privés, c'est-à-dire pour autoriser l'utilisation des parkings en utilisant une barrière automatisée. Donc, le système est constitué d'un capteur B1 pour détecter la présence des véhicules et aussi un capteur P2 pour la détection des véhicules à l'entrée des véhicules. Un clavier pour donner le demande d'accès et une télécommande. Ensuite, deux capteurs S1 et S2 qui permettent de déterminer l'état bas et l'état haut de la barrière automatisée. Un moteur qui permet de déplacer la barrière. Ensuite, un variateur de vitesse permet de varier la vitesse du moteur. Et pour la partie traitée, c'est à base d'un automate programmable industriel. Ensuite, des voyantes H1 et H2 pour décrire le fonctionnement du système et finalement des préactionneurs pour distribuer l'énergie vers le moteur. Donc, comme tout d'abord, on va commencer par l'étude de besoin, c'est-à-dire l'analyse fonctionnant à l'aide d'un bêta-code. Donc, notre système, c'est la barrière automatisée. Donc, à qui le produit rend les services pour l'utilisateur? Sur quoi le produit agit-il sur la barrière? Dans quel but le produit existe-t-il? C'est autoriser ou non l'accès au parking. Ensuite, on va passer à l'actigramme A-0, un rappel sur l'actigramme. Donc toujours, on cherche à trouver la fonction globale, donc le nom du système, et à l'entrée, c'est la matière d'œuvre en entrée. Ensuite, la matière d'œuvre en sortant. Après les données de contrôle, à savoir l'énergie électrique, le réglage, la configuration et l'exploitation. Donc, en appliquant ça sur notre système, le système c'est la barrière automatisée. La fonction globale c'est monter ou descendre la barrière. La matière d'œuvre en entrée c'est la barrière en état initial. La matière d'œuvre en sortie c'est la barrière à l'état final. Et pour les données de contrôle, l'énergie électrique, ensuite le réglage de la vitesse, le programme et le demande d'accès. Donc, comme vous voyez ici sur le schéma, généralement un système automatisé est subdivisé en deux chaînes, chaîne d'information et chaîne d'énergie. Chaîne d'information est constituée de trois unités, acquérir, traiter, communiquer. Et la chaîne d'énergie constituée de 4 unités, alimenter, distribuer, convertir et transmettre. Donc en s'intéressant à la chaîne d'information, donc généralement la chaîne d'information est constituée de la partie acquérir, qui constitue des capteurs, l'interface en machine, les systèmes numériques d'acquisition de données. Pour la partie traitée, il est subdivisé en deux aspects, aspect matériel et aspect logiciel. Pour l'aspect matériel, ce sont des circuits de commande câblés, la logique combinatoire, logique séquentielle, les automates, etc. Pour l'aspect logiciel, c'est des systèmes d'exploitation ou bien des logiciels spécifiques. Concernant la partie communiquée, il constitue de commandes tutoriels ou bien des interfaces en machine. Donc, dans notre cas, la partie acquérir est réalisée à l'aide des capteurs B1 et B2, c'est-à-dire des capteurs de présence du véhicule, et aussi de détecter l'état bas et l'état haut de la barrière, c'est-à-dire S1 et S2, et encore demande d'accès à l'aide d'un clavier. Pour la partie traitée, à l'aide d'un automate programmable industriel, et pour la communiquer sous forme de commandes tutoriels ou bien de LED. Donc, l'acquisition de l'information, il peut être soit de lire l'état du capteur de la partie opérative du système, ou bien de recevoir les consignes de l'utilisateur, ce qu'on appelle IHM, interface en machine. Donc, en commençant par la première partie, c'est-à-dire recevoir l'état du capteur, on va commencer les capteurs. Donc, c'est quoi un capteur? Donc, un capteur, c'est un organe qui permet de détecter un phénomène physique. C'est-à-dire, à l'entrée, c'est la grandeur physique.
à la sortie ces signaux qui peut être soit un courant ou bien une tension. Donc un capteur, c'est un organe qui permet de transformer une grandeur physique, à savoir la température, la pression, la force, à un signal électrique qui peut être soit courant ou bien tension. Donc, les classifications des capteurs selon l'information délivrée, il existe trois types, soit logique, analogique ou numérique. En commençant par information logique. Dans ce cas, l'information ne peut prendre que deux valeurs, soit 1 ou 0. Par exemple, dans notre cas d'un API, le signal de sortie, la présence de l'APS, le signal de sortie délivre un signal de 24 volts qui correspond à logique. Dans le cas d'absence de l'APS, le capteur délivre 0 volts qui correspond à 0 logique. Pour un autre capteur, bien pour un autre système, il peut délivrer par exemple 5 volts qui correspondent à logique et 0 volts qui correspondent à 0 logique. Donc, l'information ici ne peut prendre que deux valeurs, 0 ou 1, ce qu'on appelle logique. Donc, un autre type d'information, c'est l'information analogique. Dans ce cas, la tension de sortie peut prendre toutes les valeurs possibles entre deux valeurs limites. Par exemple, dans le cas d'un capteur température, la tension de sortie correspondant à la grandeur d'entrée, c'est-à-dire la température. Par exemple, à 0 degré Celsius, on peut avoir 0 volts, 1 degré Celsius, par exemple, 1 volt, etc. Jusqu'à 100 degrés Celsius qui correspondent à 5 volts. Donc, vous voyez ici que la fonction varie de façon continue de 0 à 5, la tension de sortie. Donc, on dit que c'est un capteur analogique. Donc, ensuite, pour l'information, type de capteur information numérique, l'information peut prendre sous forme, l'information de sortie, sous forme d'un mot binaire, par exemple de 4 bits, de 8 bits, de 16 bits, etc. À titre exemple, la position de la souris. Par exemple, si la souris a la position 0, donc l'information est 0, 0, 0. Si la souris passe à la position P1, le capteur délivre 0, 0, 1, etc. pour par exemple la position P3, 0, 1, 1. Donc toujours l'information délivrée par le capteur il se forme d'un mot binaire. Maintenant on passe aux caractéristiques d'un capteur. Donc ici on présente les caractéristiques principales, à savoir l'étendue de mesure, la sensibilité, la fidélité et la rapidité. Donc, c'est quoi l'étendue de mesure? C'est l'intervalle entre la valeur maximale et la valeur minimale de la grandeur à mesurer. Donc ici, vous avez la mesurante et ici, vous avez le signal de sortie. L'étendue de mesure, c'est la valeur maximale moins la valeur minimale avant d'atteindre les limites de saturation. Donc, par exemple, si dans un cas d'un capteur température, c'est la valeur maximale de la grandeur 100 degrés Celsius et la valeur minimale de la grandeur physique 20 degrés Celsius, donc on va calculer le temps de mesure 100 moins 20 qui égale à 80 degrés Celsius. La sensibilité, c'est la capacité du capteur de détecter la plus petite variation de la grandeur mesurée. Il est défini comme la variation de la grandeur de sortie sur la variation de la grandeur d'entrée, c'est-à-dire delta Y sur delta X. Donc, sachant que Y c'est la grandeur de sortie et X c'est la grandeur d'entrée. Dans le cas par exemple d'un capteur de température qui délivre une tension en millivolts en fonction de la température, l'unité devient millivolts sur degré Celsius, c'est-à-dire S égale delta V sur delta θ, l'unité en millivolts par degré Celsius. Dans le cas par exemple d'un capteur de la force où il délivre une tension en millivolts en fonction de la force, S devient delta V sur delta F, c'est-à-dire millivolts par newton. On passe maintenant à la fidélité. La fidélité, c'est que le capteur, l'information délivrée ne varie pas en fonction de temps pour la même valeur de la grandeur à mesurer. C'est-à-dire qu'à l'instant t égale 0, on a par exemple θ égale 20 degrés Celsius, le capteur délivre 3 volts.
Par exemple, on passe 24 heures, à l'instant toujours T égale à 1. Pour même température T égale par exemple à 20 degrés Celsius, le capteur délivre par exemple une tension de 4,5. Dans ce cas, on dit que le capteur n'est pas fidèle. Donc la fidélité, c'est que la grandeur, la tension délivrée ne dépend pas de temps. On passe maintenant à la rapidité. La rapidité, c'est le temps de réaction du capteur, ou bien il correspondant à le temps où la grandeur physique entrant, à l'instant où le capteur délivre la tension. C'est le temps de réaction du capteur, c'est la rapidité, ou bien le temps de réponse du capteur. Donc on passe maintenant à la classification des capteurs tutoriels. Donc, ils sont classés généralement du type soit avec contact ou bien sans contact. Donc, les capteurs avec contact, voilà le symbole. Ils sont symbolisés par un contact électrique qui s'ouvre et se ferme à la présence d'un objet, généralement avec contact. C'est-à-dire qu'il existe un contact mécanique entre l'objet et le capteur. Donc, pour le choix de l'objet, la forme de l'objet, c'est-à-dire un objet face plan ou bien forme quelconque, la trajectoire de l'objet, est-ce qu'elle est frontale, latérale ou bien multidirectionnelle. Ensuite, la précision de guidage. Donc, voilà des exemples existants dans l'industrie. Capteur rectiligne à poussoir. Donc, la caractéristique, c'est la commande, elle est directe. Donc la présence de l'objet en butée mécanique, ça veut dire qu'il faut que l'objet soit en direct sur l'élément mobile du capteur. Autre exemple, c'est les capteurs rectilignes à poussoir à galerie thermoplastique. Dans ce cas, les caractéristiques, donc trajectoire rectiligne de l'objet à détecter, ça veut dire qu'il faut que la trajectoire soit rectiligne sur l'objet. Donc la présence d'un objet, le contact se ferme et l'absence de l'objet, le contact s'ouvre. Le guidage ici, il est très précis, il est inférieur à 1 mm. Donc, autre exemple, capteur angulaire à levier égalé. Donc ici, l'élément mobile se forme dans le levier égalé. Le guidage, il est un peu précis, il est supérieur à 5 mm. Dans le cas de capteur à tige souple à ressort, dans ce cas, on a le type mobile, il se forme d'un ressort. Comme vous voyez ici, à l'instant où présente la présence de l'objet, le capteur détecté par l'élément mobile. Donc, les caractéristiques, il est cible de la forme quelconque. Donc, le guidage ici, il est supérieur à 10 mm. En passant maintenant à les capteurs sans contact. Dans les capteurs sans contact, vous voyez un contact électrique qui se ferme et s'ouvre en fonction de la présence d'un objet. Mais c'est la présence à distance et sans contact. C'est ça la différence entre avec contact. Donc, le choix d'un détecteur de proximité dépend de la nature du matériau constituant l'objet à détecter, ça veut dire la nature de l'objet, ou la distance entre l'objet et le capteur. Donc deux choses, la nature du matériau et aussi la distance de l'objet à détecter. Donc il existe plusieurs types, soit inductifs, soit capacitifs, ou bien magnétiques, ou bien photoélectriques. En commençant par la technologie inductive. Donc ici, la variation de le champ magnétique en présence d'un objet métallique. Donc il est nécessaire d'avoir un objet métallique ici pour la variation du champ magnétique. Donc les caractéristiques maximales, le portée qui définit la zone de détection, il dépend de l'épaisseur de l'objet, il peut aller jusqu'à 50 mm. Tension d'alimentation entre 12 et 48 volts en cas de continu. Pour la tension alternative, 24 volts à 240 volts. Pour la technique de raccordement, soit 2 fils ou bien la technique de 3 fils. Pour la technologie capacitive, c'est la variation d'un champ magnétique à la présence d'un objet quelconque. Donc ici, l'objet, il peut avoir tout type d'objet. Par contre, à la technologie inductive, il est nécessaire d'avoir des objets métalliques. Donc parmi ces caractéristiques, voilà l'image réelle de notre capteur capacitif. Donc la portée nominale peut aller jusqu'à 50 mm. La tension d'alimentation entre 12
et 48 volts pour en continu, en alternative entre 24 et 240. La technique de raccordement soit à 2 fils ou bien 3 fils. Pour les capteurs magnétiques, il est ce qu'on appelle interrupteur à lame souple. Donc ici, l'interrupteur, le contact ici, il est à lame souple. La présence d'un champ magnétique, c'est-à-dire un aimant permanent, il permet de s'ouvrir ou bien se ferme le contact. C'est-à-dire absence de champ magnétique, contact ouvert. Et la présence d'un champ magnétique, le contact fermé. Voilà le symbole d'un capteur, d'un tel capteur magnétique ILS. En passant maintenant à les capteurs photoélectriques à distance. Voilà le symbole du capteur à photoélectrique. Il est constitué d'un émetteur diode électroluminescente et un récepteur photosensible par exemple. Donc le système, il existe 3 types d'un système photoélectrique, soit système barrage, ou bien système réflexe, ou bien un système de proximité. En commençant par le système barrage. Donc le système barrage, les caractéristiques, l'émetteur et les récepteurs sont situés dans des 2 boîtiers séparés. La portée la plus longue pour ce type, elle peut aller jusqu'à 30 mètres et le faisceau est émis en infrarouge. Donc la détection des objets opaques ou réfléchissants, quel que soit le matériau, c'est-à-dire l'objet ici, quel que soit le matériau opaque ou réfléchissant, il peut le détecter. Par contre, le système réflexe ici, donc l'émetteur et les récepteurs sont situés dans le même boîtier. Donc, dans le système barrage, les boîtiers sont séparés. Ici, sont situés dans le même boîtier. Utilisation d'un réflecteur qui renvoie le faisceau lumineux en cas de l'absence de cible. C'est-à-dire, en cas de l'absence de cible, on utilise un réflecteur. La portée peut atteindre jusqu'à 15 mètres. Le faisceau est émis toujours en infrarouge. Donc, système de proximité. Les caractéristiques, l'émetteur et les récepteurs sont situés dans le même boîtier. La présence de la cible renvoie les faisceaux lumineux vers le capteur, c'est-à-dire en cas de la présence de la cible. Et la portée dépend, ici la portée n'est pas fixe, elle dépend de la couleur de la cible et de son pouvoir de réfléchissement et ses dimensionnements. C'est-à-dire 3 critères pour déterminer la longueur entre le capteur, c'est-à-dire la portée, la longueur entre le capteur et l'objet. En passant maintenant à à les capteurs numériques, ce qu'on appelle le codeur optique. Donc ici, l'information se forme d'un mot binaire. Donc elle est constituée d'un disque rotatif réparti en 10 fenêtres et des ondes transparents et opaques. Un émetteur optique à l'aide d'une diode électroluminescente et un récepteur optique, soit phototransistor ou bien photodiode. Donc les applications, ils sont nombreuses, soit par exemple déterminer la position et le placement angulaire d'un objet en rotation, ou bien déterminer la vitesse angulaire, c'est-à-dire la fréquence de rotation d'un objet mobile. Dans le cas par exemple d'un plateau qui a tourné, donc on l'a couplé avec un moteur, là. Si on met un codeur ici, on peut facilement calculer la position ou les déplacements angulaires et aussi la vitesse angulaire du plateau à l'aide d'un codeur. Ou bien un autre type d'application, c'est déterminer la position, le déplacement linéaire d'un objet en translation ici, et aussi de calculer la vitesse linéaire d'un objet mobile ou un axe en translation. Ici, vous voyez que le plateau il est en translation, donc à l'aide d'un codeur, on peut déterminer la position, le déplacement et aussi la vitesse linéaire du plateau. Donc le principe de fonctionnement, donc on a dit que le disque rotatif il est réparti en des ondes opaques et des ondes transparentes. À chaque fois où l'émetteur renvoie la lumière, donc à chaque fois où la lumière passe par les ondes transparentes, le récepteur émet un signal carré comme vous voyez. Donc si la lumière traverse la zone transparente, ici vous voyez que l'émetteur reçoit ou bien donne un signal carré.
Donc, voilà le principe. Ils sont classifiés en deux types, soit les codeurs incrémentaux ou bien les codeurs absolus. Donc, pour les codeurs incrémentaux, ils sont constitués de trois pistes ou bien trois voies. La piste numéro A, la piste B et la piste ou bien la voie Z. Donc, la piste B, elle est répartie en disons opaque et transparent. Même chose pour la piste, piste A, elle est répartie en disons. Même chose pour la piste B, à l'exception que la piste B elle est décalée d'un quart par rapport à la piste A. Donc vous voyez la longueur ici, elle est décalée par rapport à la piste B. Donc la piste BZ elle est constituée d'une seule fenêtre. Donc les signaux émis par ces pistes, donc les pistes A permettent d'émettre des signaux carrés. Même chose pour la piste B. Donc vous voyez qu'il existe ici un décalage temporel, car il dit que c'est un décalage angulaire entre les deux pistes. Donc ici il y a un décalage visible sur le disque. Donc aussi pour la piste Z, des impulsions. Donc entre chaque impulsion, il y a un tour complet entre la première pulsion et la deuxième pulsion. Donc l'exploitation de voies, les voies A et B, bien la piste A et B permet de détecter l'angle de rotation, la position angulaire du disque en comptant le nombre des impulsions reçues. Donc chaque fois en comptant le nombre des impulsions pour déterminer soit l'angle de rotation, soit la position, et aussi de mesurer la fréquence de rotation. La détection du sens de rotation. Comment ça? Par l'analyse des signaux. C'est-à-dire, si les signaux émis par la piste, la voie A, et on avance par rapport à la voie B, donc à cet instant, on dit que le sens de rotation dans le sens, par exemple, 1. Dans le cas contraire, c'est-à-dire le signal émis par la voie A est en retard par rapport au signal émis par la voie B, dans ce cas, on dit que le codeur dans le sens numéro 2, il change le sens. Donc, les codeurs la piste B permet de compter, donc la piste Z, elle compte le nombre de tours effectués par le disque, définir et connaître la position des références d'origine et réinitialiser le contour de position à chaque tour. Donc, c'est ça le rôle de piste Z. Voilà ici la piste Z. On passe maintenant à l'écodeur absolu. L'acception de l'écodeur absolu, c'est l'écodeur absolu délivre un mot binaire en fonction de sa position. C'est-à-dire, par contre, l'écodeur incrémental, il est constitué seulement de 3 pistes. L'écodeur absolu, il est constitué de n pistes. Ça dépend du nombre de bits délivrés. Donc, à titre exemple ici, donc exemple d'un codeur 8 bits, il comporte 8 pistes. C'est-à-dire, donc chaque piste est lue par un détecteur optique. Donc les 8 détecteurs optiques sont situés sur le même rayon. Donc chaque piste est constituée d'un détecteur et tous les détecteurs sont situés dans le même rayon. La piste extérieure, c'est-à-dire extérieure, elle présente les LSB de mot binaire, c'est-à-dire le bit le plus faible pour le mot binaire. Et la piste intérieure, c'est MSB, c'est-à-dire le bit le plus fort. Donc pour la lecture de mots binaires, le bit du poids faible est situé sur la piste extérieure. Dans ce cas, le nombre sera le. Ici, on a une zone transparente, c'est-à-dire 1. Ensuite, une zone transparente, c'est-à-dire 1. Opaque, c'est-à-dire 0. Ensuite, zone opaque 0. Zone transparente 1. Zone opaque 0. Zone transparente 1. Et encore zone opaque 0. Donc, lorsque le passage d'une position à la suivante, il n'y a jamais de bits qui se changent simultanément. Donc, on utilise pour cela un codage binaire réfléchi, qu'on va voir, Inch'Allah, dans la partie traitée. Et ce nombre binaire réfléchi doit être converti en binaire naturel pour être exploitable. C'est tout pour cette séance. Merci pour votre attention.